vous retrouve ce matin pour suivre en direct cette situation très évolutive. Frédéric Ploquin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur LCI pour continuer à décrypter ce qui se passe en ce moment même à Bruxelles. Je le rappelle donc, un homme soupçonné d'être le tireur d'hier soir, interpellé tôt ce matin, c'est ce qu'a indiqué le parquet fédéral belge. Soit environ 12 heures après les faits, qu'est-ce qui a pu, on va faire l'hypothèse, qu'est-ce qui a pu, en 12 heures de temps, mettre les enquêteurs sur la piste de cet homme au point d'être en mesure de l'arrêter ce matin? À partir du moment où il est identifié, c'est pas très compliqué pour la police, dans la mesure où elle le connaissait, la police belge. C'est toujours le cas d'ailleurs dans deux figures, avec tous ces individus qui décident de basculer comme ça du jour au lendemain dans le terrorisme. Ils sortent pas du néant. Ils sont connus, ils sont fichés, ils sont tous suivis depuis très longtemps. En tout cas, c'est le cas en France, c'était le cas de celui qui est passé à l'acte à Arras, et j'imagine que c'est la même chose en Belgique. C'est-à-dire les services occidentaux sont pas complètement démunis. Donc à partir du moment où on a une piste, c'est peut-être pas très compliqué de retrouver où habite l'individu et de l'attendre à son domicile. Vous avez raison de souligner ce point-là, parce qu'effectivement, d'après les premières informations qui ont été communiquées, et c'est ce que disait il y a quelques instants sur l'antenne de LCI, l'un des syndicalistes policiers belges, l'interpellation a été faite au domicile. Ça peut désarçonner. On se dit que cet homme, après avoir commis son attentat hier, après avoir tué deux supporters suédois en marge du stade Roi-Baudouin, est rentré chez lui. Bah, si vous voulez, c'est pas le terroriste, c'est pas comme un gangster. Le gangster, il va braquer une banque, il va pas rentrer chez lui. Il va aller dans une planque pour préparer l'attaque de banque suivante, parce que son but, c'est de s'enrichir. Le terroriste, c'est pas ça son objectif. Le terroriste, son objectif, c'est d'avoir sa minute d'héroïsme, sa minute de vérité, la minute où il va faire la une des médias. Regardez, il est sur toutes les chaînes du monde entier, son visage depuis hier soir. Il a gagné. Il est passé à l'acte, il a fait ce que je ne sais qui lui a suggéré de faire. Il est content de lui finalement, puisqu'il est allé au bout de... Il est rentré dans cette catégorie là d'individus comme ça qui marquent l'histoire en tuant des innocents dans la rue au nom de l'islam, et ben il rentre à la maison, c'est pas grave. À la limite, je vais vous dire, la plupart, au terme de leur parcours mortifère, la plupart de ces individus, ce qu'ils souhaitent, c'est mourir en héros, la plupart. Donc à partir de là, pourquoi pas rentrer chez soi et attendre la police? Et pourquoi pas, ça s'est déjà vu, même attendre la police, la guetter avec une arme à la main et se faire tuer par la police. D'ailleurs, le parquet fédéral indique à l'instant, Frédéric Ploquin, que la police a ouvert le feu. C'est le modèle. C'est-à-dire vous faites votre acte soi-disant héroïque. Enfin, en tout cas, à vos yeux, vous êtes un héros. À mes yeux, vous êtes un assassin, et aux yeux de tout le monde aussi, vous êtes un criminel. Mais lui, à ses yeux, il est un héros. Il est rentré dans l'histoire, voilà, comme l'un des 10, 20, 30, parce que le problème, c'est que ça commence à s'accumuler, et que moi, quand je vois ces images depuis tout à l'heure, j'ai un sentiment assez nauséeux de bis repetita. J'ai l'impression que ça recommence et ça recommence et ça revient. Mais est-ce que vous considérez qu'on est rentré dans une nouvelle phase, ou que c'est un concours de circonstances, une malheureuse coïncidence qui nous conduit à avoir à 3 jours d'intervalle l'attentat d'Arras, l'attentat de Bruxelles? Attendez, on a l'attentat d'Arras et l'attentat de Bruxelles, et en même temps on sort du procès de l'attentat de Magnanville, et en même temps on est dans l'anniversaire de l'attentat qui a coûté la mort à Samuel Paty, et en même temps en février prochain on est dans le procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Je veux dire, on baigne là-dedans depuis longtemps. Il faut un peu avoir de mémoire. C'est évidemment que la circonstance, le fait de cette espèce d'identification au Hamas, aux actes terroristes du Hamas, en disant bah nous on va faire pareil, on va aller les égorger, on va aller les tuer nous aussi. Cette espèce d'identification subite, c'est la mèche, c'est ce qui est le détonateur, on va dire, ce qui fait que ces individus vont passer à l'acte, mais ils s'inscrivent dans un processus que moi j'observe depuis on va dire depuis les années 90. Je veux dire, la France est rentrée dans ce cycle depuis les années 90. Et vous partagez l'idée que l'actualité au Proche-Orient est venue donner un nouveau motif? À chaque fois, si vous voulez, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, des événements de ce type-là, que ce soit l'intifada autrefois, ou là, l'attentat, le méga attentat, la tuerie de masse du Hamas, à chaque fois ça réveille, ça fait tilt dans leur tête. Si vous voulez, ces personnes, en général, ils ont une connaissance assez... Ils connaissent pas l'islam, en réalité. Ils lisent même pas le Coran. La plupart, ils savent même pas lire l'arabe. Ils le connaissent pas. Et il y a des individus qui viennent leur dire, qui leur ont mis dans la tête, qui leur ont retourné le cerveau en leur disant l'islam, c'est ça. Mais eux-mêmes,
c'est-à-dire par rapport à leurs parents, par rapport à leurs grands-parents qui connaissaient et qui pratiquaient un vrai islam. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout amalgamer. Eux-mêmes, c'est pas l'islam, le vrai islam qu'ils pratiquent. Parce que dans l'islam, on ne dit pas il faut descendre dans la rue, aller tuer ton prochain, le juif, le chrétien. Pas du tout, c'est pas écrit comme ça. Donc il y a des gens qui les ont, on va dire, qui leur ont retourné le cerveau. Et à partir de là, il suffit d'un petit élément. Et dans leur tête, il y a une espèce de boulgui-boulga, je veux dire, où tout d'un coup, le mot Palestine, tac, tac, ça s'allume. Ils savent même pas ce que c'est. Ils savent pas tous où c'est. Ils y sont jamais allés. Et donc, il y a Palestine qui clignote. Allez, je descends dans la rue avec mon couteau, avec mon flingue, avec ce que j'ai. Je passe à l'acte en solidarité. Et je pense que ça leur donne une sorte d'identité, comme cette barbe. Cette barbe les distingue. Elle a pas... Je veux dire, c'est quelque chose, c'est un peu, il y en a qui vont porter la barbe, comme d'autres, ils vont porter des baskets de telle marque, etc. C'est une manière de se faire remarquer. Ça commence comme ça. Après, il y a une bouillie qui s'installe, qui se forme dans leur cerveau, parce que c'est pas très clair. Avec des identifications quand même très fortes. Avec des Dès hier soir, le parquet fédéral belge disait, il y a une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux par un homme. On verra si c'est effectivement l'homme qui a été interpellé ce matin, mais en tout cas se présentant comme l'assaillant et disant être inspiré par l'État islamique. L'État islamique, ni le Hamas d'ailleurs, ni Al-Qaïda, qui avait encore récemment émis des menaces contre la France, contre la Suède notamment. Ça veut dire que cette figure aussi de l'État islamique, elle reste très importante. Elle fonctionne, je rappelle quand même que depuis la France, des dizaines de jeunes de nos quartiers sont partis là-bas pour répondre à l'appel de l'État islamique. Donc c'est vraiment très, très, très installé. Ils sont allés se battre. Des dizaines sont allés mourir au front. Je veux dire, j'étais il y a quelques jours à Strasbourg, je suis passé dans un quartier qui s'appelle la Méno, assez populaire, avec des HLM un peu, j'allais dire pourri, mais c'est le mot. De cet endroit, me disait la personne avec laquelle j'étais, sont partis des dizaines de jeunes pour aller se battre au front là-bas. Donc c'est installé dans le paysage, c'est installé dans le cerveau de ces jeunes qui ne sont pas forcément... C'est pas les meilleurs de la classe qui tombent là-dedans. Les meilleurs de la classe, ce sont ceux qui, depuis les prisons actuellement, sont en train d'entraîner, d'engrainer ces jeunes. Ils sont capables de tirer les ficelles, sont capables d'inciter au passage à l'acte. Nous avons en France, sur le sol européen et en France notamment, un certain nombre d'islamistes qui sont là, pour le coup, des savants. La plupart sont d'origine algérienne. La plupart se sont illustrés dans les années 90, lorsque le fils avait tenté de prendre le pouvoir en Algérie. Et ces personnes-là jouent sur les individus les plus faibles, hein, parce que ceux qui passent à l'acte ne sont pas forcément, je veux dire, c'est pas les premiers de la classe, hein, en général. En revanche, ceux qui les inspirent et qui les engrainent, eux, moi j'en ai rencontré un certain nombre, ce sont des savants, des sachants et des grands manipulateurs. Et depuis les prisons françaises où ils sont aujourd'hui, grâce notamment aux réseaux sociaux, ils continuent à engrainer. Ce qui pose la question de savoir si les services de sécurité, aujourd'hui, ne devraient pas disposer de moyens supplémentaires pour contrôler, assurer et surveiller ces réseaux sociaux. Et vu ce que vous dites, Frédéric Loquin, avant d'en revenir au cerveau, si on reste sur ceux qui sont sur le passage à l'acte, vu l'imprévisibilité de ces passages à l'acte, vu la multiplicité des lieux et vu le caractère, par définition, fini, limité du nombre de forces de l'ordre qu'on peut déployer, peut-on empêcher ce type d'acte? On va prendre un exemple très concret. Ce soir, il y a à nouveau un match d'ampleur. Cette fois-ci, c'est pas à Bruxelles, c'est un match de foot qui a lieu à Villeneuve-d'Ascq. France-Écosse. Le ministre de l'Intérieur avait, dès hier soir, quand le suspect était en fuite, annoncé des renforcements à la frontière, d'effectifs, le doublement d'ailleurs, le déploiement du raid. Mais est-on capable, peut-on même imaginer empêcher la survenue de tels actes? Disons que c'était beaucoup plus facile pour les services de renseignement, l'époque où le terrorisme était commandité par des États étrangers et s'appuyait sur des individus connus, des groupes structurés, un peu comme des gangs, on va dire. C'était beaucoup plus facile à surveiller, à infiltrer, que là où on a une multiplicité de candidats qui sont des individus, ils sont isolés, ils sont relativement isolés, ils sont reliés par les réseaux sociaux, mais ils sont isolés. Et ce qui est compliqué pour l'État et pour les services de renseignement, en fait, c'est le nombre. C'est-à-dire que si vous aviez 3000 fichiers S, donc des gens susceptibles d'eux, donc de 3000 suspects en France à surveiller, déjà, il faudrait plus de 3000 policiers pour les surveiller au quotidien. Déjà, il faudrait au moins 9000 policiers, parce qu'il faut au moins 3 policiers pour surveiller un individu, même plus, de manière permanente. Mais dès lors que vous avez plus de 10 000, voire 20 000 suspects, parce que la fiche S, c'est pas... ça ne veut pas dire, c'est pas fiche S comme coupable, c'est fiche S comme suspect, celui qui est susceptible de passer à l'acte. Dès lors que vous en avez un tel nombre, il y a une saturation. Et donc cette saturation bénéficie évidemment à ces individus. Je vais faire une comparaison. Pour moi, c'est un peu comme dans le trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, il y a un débordement, il y a une saturation du territoire, il y a du trafic de stupéfiants sur tout le territoire. Et la police, comme la gendarmerie et les douanes, ont beaucoup de mal à cerner le phénomène.
Parce que finalement, c'est le nombre, c'est la saturation de l'espace. Et bien, c'est un peu la même chose. Là, il y a une saturation, il y en a partout des individus susceptibles d'eux. Et donc, leur contrôle devient aujourd'hui très difficile, à moins de créer un espace où on les enfermerait tous, mais le droit français, pour l'instant, mais est-ce que c'est une question, Frédéric Ploquin, de nombre? Est-ce que davantage de forces de l'ordre permettrait de davantage empêcher, vu leur caractère, comme vous le rappelez, solitaire parfois, même s'ils ont des liens, ils agissent de manière solitaire? Il y a cette question-là, c'est la question pratique qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment les surveiller, comment les retenir. Mais l'autre question qu'on doit se poser en France, c'est comment éviter que leur petit frère bascule, parce qu'en fait, c'est ça. Dans l'affaire d'Arras, c'est le grand frère qui engraine le petit frère. Et à la racine, en réalité. Et donc, cette cascade, cet engrainement en cascade, c'est celui-là qu'il faut arrêter. Moi, j'ai longtemps pensé que l'école de la République suffirait et jouerait son rôle. C'est peut-être pas faux, parce que la raison pour laquelle le terroriste d'Arras s'en prend à un professeur d'histoire et à l'école, c'est peut-être parce que c'est justement de là que vient la solution. Donc je pense que oui, accroître, pourquoi pas, la présence policière dédiée, mais on a déjà un service de renseignement, je veux dire, qui a été super renforcé. Mais il y a aussi cette idée que s'ils s'attaquent à l'école, s'ils s'attaquent à leurs professeurs, c'est précisément parce que ils ont peur de cette solution-là. C'est-à-dire qu'on arrive, nous, à, en gros, faire, on va dire, prospérer nos valeurs universelles. Et c'est celle-là qui les dérange. Et c'est pour ça que la France est aujourd'hui l'ennemi, le meilleur ennemi finalement de Daesh et des islamistes. Et régulièrement ciblé. Pourquoi ? À cause du fait que, précisément, nous sommes attachés à ces valeurs laïques et républicaines. Vous faisiez donc il faut les défendre. Frédéric Ploquin, à l'attentat d'Arras, vendredi, et à cet enseignant tué. Quand on regarde quand même le dossier, précisant que d'ailleurs tout à l'heure, le procureur antiterroriste fera une conférence de presse à 14h pour donner des éléments, ce sera à suivre en direct sur LCI. Quand on regarde la famille, le suspect en l'occurrence était suivi par la DGSI. Le frère aîné a été condamné pour ne pas avoir dénoncé un projet d'attentat contre l'Élysée et pour apologie du terrorisme. Le père, fiché S, on y revient, tenant d'un islam radical, avait été expulsé de France en 2018. La sœur elle-même, en garde à vue, a dénoncé un climat de violence dans la famille. En tout cas, c'est ce qu'a rapporté son avocat, entre autres. C'est saisissant quand on met tout ça bout à bout. C'est vrai qu'on ne peut être que désarmé, stupéfait, interloqué par la litanie de ce qui pouvait se passer dans cette famille et qu'on n'a pas su ou pas pu prendre en compte. La chose que je retiens, c'est que c'est pas effectivement un sachant de l'islam qui a engrainé ce jeune homme, c'est son propre père. Donc à partir du moment où on va dire le ver est dans le père, si j'ose dire, c'est le propre papa, là ça devient très difficile parce que dans l'espace qui est celui de la cellule familiale, il va, et c'est pas la première fois que ça existe, il va lui-même. Dans l'attentat de Strasbourg, je me souviens que le père n'était pas totalement innocent dans le fait que le fils était passé à l'acte également. Donc là, je veux dire, c'est une intervention dans la cellule familiale. Donc ça c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, il y a peut-être eu un raté, alors pour le coup en 2014, on en a parlé ces jours-ci, sur le fait que lorsque le papa a été expulsé en Belgique, laquelle Belgique a aussitôt expulsé l'individu vers la Russie, puisqu'il était originaire de Tchétchénie et que voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pu se poser la question, mais le problème c'est qu'on avait des mineurs, on avait des gamins, on avait des enfants, et que donc un certain nombre d'associations, vous le savez tous, sont montées au créneau pour dire non, on n'expulse pas les enfants, donc on les a gardés. À partir de là, on va pas non plus mettre à demeure 3 policiers ou 4 policiers qui vont se succéder au chevet de cette famille, parce que des familles comme ça, il y en a des milliers. Donc comment on fait? Peut-être qu'à l'époque, il aurait fallu que le père emmène ses enfants et qu'il continue à les engrainer là où il était. Pourquoi pas? Mais quand vous entendez le chef de l'État dire que l'État d'ailleurs sera impitoyable, quand Gérald Darmanin lui-même souligne la loi est absurde, il faut la changer, quand il dit d'ailleurs que au moins 193 personnes sont dans le viseur des étrangers radicalisés en situation régulière, on demande au préfet de repasser au peigne fin leur dossier pour voir s'il peut y avoir des possibilités de les expulser du territoire français. Est-ce qu'il y a, entre les mains de l'État, des possibilités d'agir supplémentaires de votre point de vue, où il y a aussi une part de fatalité, d'impuissance? Non, moi je suis pas. Je vais pas baisser. Il faut pas baisser les bras. Moi, je pense qu'il y a déjà des choses à faire au niveau justement des moyens des services de renseignement. C'est vrai on est dans un pays, comme le disait chez vous tout à l'heure Alain Boer, où on oscille tout le temps entre liberté et sécurité. Je pense qu'à un moment donné, dès lors que l'on découvre que le terroriste qui est passé à l'acte à Arras était en relation directe avec un individu qui était un converti. Les convertis, ce sont les pires parce qu'ils veulent démontrer. Donc c'est un Français converti à l'islam qui est incarcéré et qui n'arrête pas de semer la graine de l'intégrisme autour de lui, qui ne fait que ça. À partir du moment où l'État n'est pas capable de surveiller, je pense que c'est là le premier maillon faible. Il faut donner aux services de renseignement les moyens de faire en sorte que cet individu, depuis sa cellule de prison,
ne soit pas à même, grâce aux réseaux sociaux, d'aller recruter X ou Y sur tout le territoire et de le pousser à passer à l'acte. Parce qu'en fait, c'est ça le danger, c'est qu'il y a des esprits faibles partout, et que dans certains endroits, quelques individus, qui sont eux des esprits, on va dire, qui sont plus intelligents qu'eux, arrivent à les manipuler. Donc le fait de permettre aux services de renseignement d'aller plus facilement, d'accéder plus facilement aux conversations sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est déjà un premier pas. Après, il y a tout le reste sur lequel je ne peux pas forcément me prononcer, mais effectivement, ça a été déjà évoqué ce matin chez vous, les mesures d'expulsion, peut-être faire en sorte qu'elles soient exécutées, parce que c'est quand même là où le bas blesse, c'est que la police fait son boulot, la police identifie les gars, on les interpelle provisoirement, et puis derrière, il y a toute une machine qui se met en marche et qui dysfonctionne, et qui fait qu'on ne renvoie pas dans leur pays d'origine. Aussi pour Bruxelles. Mais c'est pas seulement un problème français. Il était en situation irrégulière, le suspect dont on parle. Mais attendez, juste là-dessus, il y a aussi les États. Quand on expulse quelqu'un, il faut l'accord du pays réceptionnaire. Et donc si l'Algérie bloque, si le Maroc bloque, si la Tunisie bloque, ça posera un autre problème. Là, il faudra se demander comment on fait. Avec, donc, en l'occurrence, dans le cas du suspect de Bruxelles, un homme de 45 ans, d'après les informations qui ont été communiquées, d'origine tunisienne, en situation irrégulière, on y revient, après la refus de sa demande d'asile en 2020. Il était, d'après le ministère belge de la Justice, connu des services belges pour trafic d'êtres humains, séjour illégal, atteinte à la sûreté de l'État. Un service de renseignement étranger avait d'ailleurs signalé sa radicalisation qui, pour le coup, n'avait pas été constatée par les services belges. Exactement ce que je vous dis. Alors, le profil, ça aussi, c'est intéressant, parce que c'est souvent... Souvent, on a affaire à d'anciens petits voyous, d'anciennes petites, entre guillemets, racailles, des gens qui sont... Je veux dire, en 2015, on s'en est rendu compte, la plupart, ils avaient commencé dans leur vie en vendant un peu de shit, ils avaient eu une vie un peu dissolue, etc. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui était passé, un barbu... plus convaincant que les autres, qui leur avait dit « Mon gars, je vais te faire rentrer dans le droit chemin, tu vas voir, tout va bien se passer », puis qu'il avait pris en main. Et je rappelle, parce qu'il faut le redire et le marteler, que c'est pas l'islam qui est en cause, c'est l'interprétation qui est faite de l'islam par certains individus qui manipulent les autres à des fins personnelles. Frédéric Ploquin, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. D'un mot, comment vous évaluez la menace qui pèse sur la France en ce moment? On sait que la vigilance attentat a été rehaussée à son plus haut niveau. Il y a une part forcément de communication pour mobiliser tout le monde, rappeler que ce risque existe. Est-ce que de votre point de vue, ce risque est substantiel davantage aujourd'hui qu'il ne l'a été? Ce sont des individus, on va dire, qui ne se maîtrisent pas, et dès lors qu'ils vont voir sur le... C'est ça qu'il faut aussi faire attention à ça, tout ce qui arrive sur nos téléphones portables, en termes de désinformation. Vous avez sur la planète un certain nombre de personnes qui vont agir pour faire en sorte qu'ils passent à l'acte. Donc c'est à nous aussi peut-être de contrôler ce qui se passe sur ces réseaux sociaux. C'est des images tronquées qui arriveront d'Israël ou du Hamas ou je ne sais quel État étranger qui fera en sorte que ces passages à l'acte aient lieu. Donc je crois qu'il faut être très vigilant sur ce qui circule à ce niveau-là, parce qu'encore une fois, la moindre étincelle, ça met le feu aux poudres, et le gars il descend dans la rue, il dit allez c'est bon, c'est mon jour, et j'y vais. Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle un ouvrage à paraître demain, je crois, absolument, que vous venez de signer, Les réseaux secrets de la police. C'est une édition inédite. Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir été sur ce plateau ce matin.